Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Vers Jésus. Aujourd'hui, nous avons avec nous un invité spécial, un invité qui a fait une grande différence dans la lutte contre le tabac au Québec. Il a aussi une expérience tout à fait particulière avec le Seigneur Jésus et c'est ce que nous désirons vous partager. Monsieur Jean-Guy Tremblay, bonjour. Bonjour, Monsieur Toussier. Bienvenue dans nos studios. Ça me fait plaisir d'être ici. Donc, avant de commencer, pour que les gens puissent savoir un peu de quel contexte vous venez, à quoi ressemblait votre famille dans laquelle vous avez grandi? Alors, seulement le nom Tremblay, ça veut dire déjà beaucoup de choses. Oui. Au Saguenay-Saint-Jean, on a plein de Tremblay. On a 25 pages dans l'annuaire téléphonique. OK. Et je viens du Saguenay, évidemment, de Jonquière. OK. Nous sommes nés dans une famille québécoise typique, c'est-à-dire avec un papa qui travaillait chez Price, une famille relativement pauvre aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas Price, c'est les papeteries. Les papeteries, c'est ça. Nous étions 6 enfants. OK. Et dans un contexte extrêmement religieux, parce que du côté de mon père, il y avait 2 religieuses, puis on avait un monseigneur. Alors pour nous, la religion occupait beaucoup de place. OK. Est-ce que la famille était pauvre ou riche? C'était quand même un bon métier? Votre père avait? Ma mère était souvent malade et à ce moment-là, on n'avait pas l'assurance maladie comme aujourd'hui. OK. Alors mon père devait engager des personnes pour prendre soin de nous et payer l'hôpital. Alors c'était vraiment difficile. Il y avait beaucoup de frais pour la santé Oui. à ce moment-là. OK. Et vos habitudes de vie, ça ressemblait à quoi? Bien, évidemment, on n'était pas du tout conscient au sujet de la santé. C'était toujours une nourriture qui était très grasse OK. et beaucoup de sucre. Comme on dit souvent, j'étais une bébite à sucre. OK. Et d'ailleurs, à l'âge de 14 ans, ils m'ont enlevé toutes mes dents parce que j'avais des caries. OK. Alors, ils m'ont attaché sur une chaise, ils m'ont enlevé toutes mes dents et pendant une semaine de temps, j'ai fait une hémorragie. OK. C'est des expériences qui sont pénibles, mais à ce moment-là, on considérait ça comme étant normal. C'était la solution à l'époque pour les caries. Oui, Dieu merci, ça l'a changé avec le temps. énormément. Et à 20 ans, vous quittez déjà le Saguenay. Vous allez vers la ville, c'est-à-dire vers Toronto, vers Montréal, et après un certain temps, vous revenez vers la campagne, un emploi vous est offert. Décrivez-nous un peu comment ça se passe, cette période-là. Bien, on avait, pour se sortir un peu de la misère, mon père avait décidé qu'on puisse avoir des petits business. Alors, on avait ce qu'on appelait des roulottes à patates frites. Et c'était jour et nuit, évidemment, toute la famille. On gagnait quand même relativement bien notre vie, mais moi, c'est pas un genre de vie qui m'intéressait. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti à Toronto pour apprendre l'anglais. OK. Et sur le pouce. Et puis, j'ai été là pendant 2 ans. Et après 2 ans, je me suis un peu fatigué. Après ça, le patron avait des industries partout, au Canada et aux États-Unis. OK. Alors, il m'a engagé à Montréal. Et après 2 ans, j'étais encore un peu tanné de cette situation parce que j'avais énormément de migraines. J'étais très malade à cause de la mauvaise alimentation, du mauvais style de vie. OK. Où j'aimais bien prendre un coup, comme beaucoup de Québécois. Et après ça, je suis allé travailler à Polytechnique, au bureau de placement, où tous les ingénieurs venaient pour recruter des candidats pour leur business. Et j'avais rencontré M. Sénégal Tremblay, qui était venu recruter des gens pour l'Alcan. Un autre Tremblay du Un autre Lac-Saint-Jean. Tremblay, puis il m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. Bien, j'ai dit, je fais des expériences de vie. Et il m'a dit tout de suite, mais combien tu gagnes? Alors, quand je lui ai dit mon salaire, il a dit, écoute, je peux te trouver un travail tout de suite, là, c'est le double de ce que c'est que tu gagnes. Alors, il a fait un téléphone à l'Alcan, puis il a dit, il y a un monsieur Tremblay, Jean-Guy Tremblay, qui va aller vous voir, là, engagez-le. Et je suis parti de là, et je suis retourné au Saguenay pour aller travailler pour l'Alcan, au bureau des ingénieurs. Et après 2 ans, j'étais plus capable parce que j'avais des migraines qui me rendaient la vie tellement difficile que je prenais beaucoup de médicaments pour essayer d'atténuer mes douleurs. Mais ça passait pas. Alors, je sentais que j'avais besoin de travailler un travail beaucoup plus physique. Et à ce moment-là, je suis allé appliquer chez Price, d'une OK. compagnie de papeterie. Et OK. c'est là que j'ai... oui. Vous avez poursuivi votre carrière. Ouais. Donc, vous avez des mauvaises habitudes de vie, vous en souffrez beaucoup. Les migraines sont là. Et malgré tout, vous avez vu la ville, vous revenez vers la campagne. Et maintenant, ça va bien. Vous avez un bon emploi dans une papeterie, Oui. une compagnie de papeterie. Oui. Le temps passe, vous vous mariez aussi. Oui, Les 2 enfants. choses vont bien.
Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vient briser ce bonheur-là? Un bon emploi, le mariage, les enfants? Oui. Alors, mon épouse a eu un accident d'automobile OK. sévère. Elle a eu un traumatisme crânien. Elle était plus d'1 mois à l'hôpital, 1 mois et demi à l'hôpital. Elle était 10 jours dans le coma. Et ça a été un événement extrêmement pénible parce que quand on a un traumatisme crânien puis qu'on n'a pas de soins, sa personnalité était complètement changée. Et elle est devenue extrêmement dépressive au point où elle demandait toujours à mourir. Alors pour elle, les tâches les plus simples étaient tellement compliquées. Et je la voyais pleurer souvent et souvent elle disait « j'ai plus de goût de vivre ». Mais entre-temps aussi, mon père avait eu un problème, puis il voulait qu'on fasse des réparations à la maison. Et ma mère m'a lâché un cri, elle a dit « Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ton père, mais viens voir, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » Et je suis descendu en bas, il était dans sa chambre, il était assis sur le bord du lit, puis il a demandé à ma mère de lui donner une cigarette, et mon père n'a pas été capable d'allumer sa cigarette, c'est elle qui l'a allumée. Elle lui a remis dans sa bouche, puis il a dit « Je suis même plus capable de respirer. » Et je l'ai vu tomber par en arrière sur le lit, les yeux tournés à l'envers. J'ai essayé de faire la réanimation. Et les sphincters ont lâché. Et je me suis retrouvé avec toute l'urine sur mes vêtements. On a téléphoné aux ambulanciers, etc. On a fait faire une autopsie parce que mon père n'avait jamais été malade. Et l'autopsie a révélé qu'il est mort d'un emphysème pulmonaire bulleux. Mon père était un fumeur. Il aimait bien prendre un coup aussi. Puis c'est un homme extrêmement nerveux. Et puis, l'autopsie, après que le pathologiste nous dit qu'il était mort d'un emphysème pulmonaire bulleux, j'ai dit « Expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire? » J'ai demandé ça au médecin. Le médecin, il dit « Écoute, tu veux-tu savoir c'est quoi les problèmes au sujet du tabac? » J'ai dit « Oui. » Il m'a donné une grosse brique, ça d'épaisse, qui provenait de l'Organisation mondiale de la santé, qui regroupe plus de 150 pays au monde, parmi les plus importants. Et il y avait plus de 1000 études scientifiques qui prouvaient hors de tout doute les méfaits du tabac, et j'ai tout dévoré ça. Quand j'ai eu terminé, j'étais vraiment pas content. J'étais allé voir le médecin, j'ai dit « C'est incroyable, tous les problèmes qui sont reliés au tabac, mais comment ça se fait qu'on n'en entend jamais parler? » J'ai dit « Mon père est décédé, j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. » J'ai dit « Pourtant, je lis beaucoup, mais on dirait qu'on n'a aucune information. » J'ai dit « Pourquoi vous faites rien? » Il m'a regardé dans les yeux et dit « Vous, M. Tremblay, vous savez maintenant, vous allez faire quoi? » Mais j'ai dit « Moi, je ne suis pas médecin. » Donc, vous découvrez que les médecins, les professionnels de la santé en savent beaucoup sur le tabac. Ça l'a enlevé la vie de votre père et personne ne peut rien y changer. À tout le moins, le médecin vous laisse entendre « Si moi, je peux pas rien faire, toi, tu vas faire quoi? » Et est-ce que votre mère aussi était affectée par le tabac? Oui, ma mère était une grosse fumeuse aussi, mon père aussi. Et ma mère avait même eu une trachéo. Trachéocomie. Puis elle était à l'hôpital, puis quand je suis allé la voir, puis j'ai vu que ma mère fumait par le trou, j'ai eu comme un frisson sur tout le corps. J'ai dit, mais c'est quoi cette cochonnerie de tabac? Elle est malade, les médecins lui ont dit que c'était à cause de ça, puis elle fume par un trou. J'ai dit, maman, ça n'a pas de sens. Alors, il y a eu plusieurs événements comme ça qui m'ont frappé, vraiment, par rapport au tabac, qui a fait qu'à un moment donné, c'est comme si Dieu était en train de préparer à quelque chose que j'avais absolument aucune idée, que j'avais jamais ni pensé, ni même imaginé. Vous avez eu une certaine révolte, on peut dire, face à ça. Votre mère est impactée gravement pour avoir cette opération-là. Votre père perd la vie. Et maintenant, le médecin vous lance un défi. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, qu'est-ce qui se produit? Est-ce que, finalement, vous décidez de vous lancer dans l'aventure de la lutte contre le tabac? Non, parce que j'avais absolument aucune idée. Mais j'avais lu dans un article de journal qu'il y avait un organisme qui aidait des gens à cesser de fumer. Puis c'était sur mon chemin alors que j'allais travailler. Ben, j'ai dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Et je suis rentré là, il y avait un petit local, il y avait quelqu'un qui était en train de parler avec des personnes pour les aider à cesser de fumer. Et puis, je trouvais ça intéressant, mais ce que j'aimais pas, c'est qu'il parlait de Dieu là-dedans. Puis moi, quand quelqu'un parlait de Dieu, je partais puis je m'en allais. Je voulais rien savoir. L'histoire de bon Dieu, je voulais rien savoir parce qu'à 18 ans, j'avais dit à mon père, c'est fini, tu ne me verras plus jamais à l'église. Parce qu'on allait à l'église, mais
c'était pas très, très intéressant de vivre dans notre famille. Il y avait beaucoup de violence. Mon père prenait un coup. Et souvent, on se faisait battre à coups de strap. Alors, pour moi... Vous ne voyez pas dans la religion une solution pour vos problèmes? Pour moi, c'était pas vraiment un Dieu d'amour. Et puis, on nous envoyait souvent en enfer. Et puis, on avait même voulu faire un prêtre avec moi. OK. Et j'avais refusé l'appel et il m'avait, exorcisé à l'église. Alors, j'avais des très mauvais souvenirs de la religion. Et malgré qu'ils parlent de la religion dans ce petit groupe-là, qui veulent aider la communauté, finalement, est-ce que Dieu vous répugne et vous quittez, vous revenez jamais, ou vous allez de l'avant avec ce groupe-là pour tenter de vous impliquer? Écoute, il y avait quelque chose de plus fort que moi. Je dois l'avouer, parce que je retournais souvent et même je manquais du travail pour écouter ce qu'il y avait à dire. C'est toutes des choses que j'avais jamais entendu parler. C'est intéressant. Non seulement on me fait du tabac, la façon de se nourrir, le style de vie, c'était tout le contraire de ce que moi je faisais. OK. Alors, mais ça me choquait dans un certain sens, mais je me disais de quoi qu'ils se mêlent. Puis surtout, il y avait même un petit comptoir, puis il y avait des bibles là-dedans. Puis je me disais, mais c'est quoi que Dieu a à faire dans toutes ces histoires-là? Pourquoi vous parlez de Dieu là-dedans? Alors, je comprenais vraiment pas. Ça nous montre aussi à quel point que spirituellement, j'étais vraiment loin, j'avais aucune notion de Dieu. Je prononçais le nom de Dieu, mais je savais pas qui il était vraiment, ce Dieu-là. OK. En fait, vous me parliez d'une soirée d'information qui a eu lieu un peu plus tard à l'hôpital de Jonquière. Il y avait un certain nombre de personnes. Donc, forcément, vous continuez avec ce groupe-là pour pouvoir les aider. Ça, c'est une période intéressante parce que j'avais décidé avec... Puis j'ai appris par la suite que c'était des adventistes qui aidaient des gens à se sortir du problème tabagique. OK. Alors, c'est pour ça qu'ils parlaient de Dieu. C'est pour ça qu'ils parlaient de Dieu dedans. Alors, je me suis lié d'amitié avec un pasteur, un jeune pasteur, Claude Richely, qui venait de la Suisse. Un homme intelligent, très instruit, très articulé, qui parlait 5 langues. Et je lui ai dit, on va faire quelque chose pour sensibiliser la population. Alors, je suis allé voir plusieurs intervenants, plusieurs médecins. J'ai parlé avec eux, je leur ai dit qu'est-ce que je voulais faire. Et je suis allé dans les médias d'information. Et la rencontre avait lieu à l'hôpital. Alors, le soir, alors qu'on a tout le panel, c'est moi qui animais un peu puis je faisais les interventions, un peu comme le modérateur. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, il y avait environ 20 chaises. Mais j'ai dit, pourquoi vous avez mis seulement 20 chaises? Ils ont dit, on a déjà fait ici, mais le monde n'y vient pas. Mais ce soir-là, personne n'a compris qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y avait de la place pour 200 personnes. Mais il y avait 250 personnes dans la salle. On ne pouvait pas en mettre plus. Mais il y en avait encore plus qui attendaient dehors. Wow, ça a été un succès. Ça a créé un événement où tous les journalistes sont venus à la maison après pour me demander qu'est-ce qui s'était passé. Mais moi, je dis, je ne peux pas vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça se fait que tant de monde sont venus? Ça veut dire qu'il y a un besoin. Mais comment ça se fait qu'il y avait tant de monde? Je ne sais pas. Alors, je suis venu un peu comme... j'ai été mis sur la sellette, comme dans une région qui est quand même pas tellement grande. Finalement, c'est comme si tout le monde me connaissait. Et les nouvelles vont vite. Et à ce moment-là, il y avait un problème avec l'Alcan, où il y avait 6 000 employés à l'Alcan. Il y avait des problèmes énormes à cause de la pollution dans l'usine. Et les gens qui fumaient avaient tellement toutes sortes de maladies, des maladies vraiment sérieuses, au point que les assurances, ça leur coûtait une fortune pour assurer leurs employés. Puis ils avaient décidé de sensibiliser leurs 6 000 employés par rapport aux méfaits du tabac. Okay. Alors, j'avais organisé environ une douzaine de roulottes avec des infirmières pour sensibiliser les employés. Les employés étaient même payés par l'Alcan sur leur temps de travail. Et après ça, on a décidé d'avoir des thérapies partout, à Alma, à Jonquière, à Chicoutimi, pour aider les employés à se sortir. À ce moment-là, est-ce que c'était encore simplement le petit groupe que vous aviez rencontré ou vous avez formé une association? Oui, j'avais déjà commencé une association et ça s'était connu que j'avais parti une association, c'est ça. Okay. Les nouvelles vont quand même vite. Alors, les gens disaient, vous êtes le premier qui a parti un organisme comme ça. Et les gens trouvaient ça intéressant. Et en même temps, il y a des personnes qui sont venues, des intervenants, l'association pulmonaire, qui étaient venus à l'Alcan pour leur donner un coup de main aussi. Puis ils avaient entendu parler de ce que je faisais. Et la directrice, Mme Saint-Don, Rachel Saint-Don, m'avait dit, « Monsieur Tremblay, on cherche un directeur général pour la défense des droits des non-fumeurs au Québec. » Il a chapeauté par plusieurs organismes de santé au Québec. Et ça serait intéressant que vous veniez appliquer. Les applications vont se faire à Trois-Rivières. Et puis, elle m'avait donné la date. J'ai dit,
Donc, ça l'a explosé suite à cette rencontre-là à l'hôpital de Jonquière. Alcan qui rouvre les portes, les choses vont bien. Alors, vous avez mis de côté, finalement, un peu votre peur, si on veut, des choses spirituelles, et vous êtes allé de l'avant avec ça. Mais je me pose la question, à cette époque-là, où en étiez-vous spirituellement? Parce que je crois que vous êtes lié d'amitié avec le pasteur. Oui. Et d'ailleurs, il vous a pas partagé quelques livres pour essayer d'aller plus loin au niveau de la spiritualité? Moi, je lui disais tout le temps, Pasteur Richelieu, je veux pas que vous me parliez de Dieu. Oui, il est habitué vous avez beau à ça, faire votre prière si vous voulez, mais moi, votre prière, j'en veux pas. Mm-hmm. Et puis, on avait eu un événement où il y avait des livres, puis il y avait plusieurs kiosques. Alors, c'était des librairies. Chacun venait présenter un petit peu les produits qu'ils avaient. Puis lui, il avait son kiosque, puis il a dit, Monsieur Tremblay, regardez, je peux... N'importe quel livre, vous pouvez avoir 50% d'escompte. Puis il dit, moi, des livres qui parlent de Dieu, j'en veux pas. Il a dû dire, il a vraiment le cœur dur. Puis il priait, il me dit qu'il priait pour moi tous les jours, pour moi puis mon épouse, mais j'étais vraiment réfractaire à tout ce qui touchait à Dieu. Et à la fin de la soirée, il me dit, écoute, je vais te donner 3 petits livres, Marcher avec Jésus, La Révolution de Jésus. Et moi, je les ai lus parce que c'était mon ami. Et puis, je me disais, s'il me pose des questions, bon, juste parce qu'on a un respect envers l'autre, au moins, je vais pouvoir lui donner des réponses, puis lui dire, oui, j'ai regardé, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais c'est le contraire qui est arrivé. J'ai été vraiment touché. Quand on a parlé de la croix, les souffrances de Jésus, le salut en Jésus, pour moi, c'était... Je ne comprenais pas. Vous venez d'entendre quelque chose que vous n'aviez jamais entendu auparavant. J'avais jamais entendu. Mm-hmm. Et c'est venu vraiment me toucher. Et à la suite, il a vu que j'avais lu les livres, puis il m'avait donné le livre Tragédie des siècles. OK. Mais sans trop me dire en quoi ça consistait. Et là, j'ai été choqué, vraiment choqué. OK. À la page 100, là, j'avais mon livre, j'avais envie de le tirer au bout de mes bras. OK. Ça parlait contre mon Église, OK. que je voulais rien savoir. Alors, c'est vraiment bizarre. Mais il y avait une force plus forte que moi. Mm-hmm. Finalement, j'ai tout lu ça. Mais quand mon ami me dit, puis, as-tu lu Tragédie des siècles? J'ai dit oui. Il dit, puis, je vais te dire, j'aurais mieux aimé ne jamais te rencontrer. Il ne s'attendait pas à entendre ça de son ami? Dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je veux même pas t'en parler. Okay, J'étais bouleversé. Okay. Incroyable. Donc, ces 3 livres-là, même les 3 livres, plus la tragédie des siècles, ne vous laissent pas indifférent. Et peut-être même que vous avez entendu des réponses à vos questions que vous aviez. Wow. Qu'est-ce qui se passe avec mon père qui est décédé au travers de ces livres-là? Donc, c'est une révélation extraordinaire pour vous au travers de cette expérience-là. Écoute, on était dans le nouvel âge. Mm-hmm. Alors, on avait des activités, puis moi, je croyais à la réincarnation, je croyais à l'aura. Okay. Quand mon père est décédé, je l'ai vu flotter au-dessus de sa tombe. Juste pour te montrer comment est-ce que... ces choses-là. Oui. Comment est-ce qu'on peut jouer avec notre cerveau, puis voir des illusions. Le diable, il ne peut pas inventer la vie, mais il peut inventer des illusions. Alors, ces illusions, on les voit, je les voyais, mais c'est après que j'ai réalisé que ça venait pas de Dieu, ce que j'avais appris ou ce que c'est que je voyais. Alors, c'est venu toucher mon cœur aussi. Mais entre-temps, j'avais commencé à lire la Bible, mais je la cachais en dessous de mon lit parce que je voulais pas que personne la voie, même pas mon époux. la Bible aussi, OK. Mais j'ai commencé avec Ecclésiaste. Et puis, je me disais, mais c'était en plein moi. Je trompe ma femme, je suis menteur, je suis voleur, je prends un coup, je suis hypocrite, mais quelle sorte d'homme que je suis. Alors, j'ai dit, Salomon, je suis un petit Salomon, Salomon. Donc, c'était dur pour vous d'avoir en pleine figure, vous venez de réaliser qui vous étiez vis-à-vis de Dieu, mais en même temps, vous aviez trouvé des choses extraordinaires par rapport à la croix aussi dans vos lectures. Oui, j'ai dit à mon époux, je vais t'en lire juste un petit bout, Ecclésiaste. Quand j'ai terminé, elle a dit, t'as pas quelque chose de plus intéressant que ça à lire? J'ai dit, OK, j'ai remis ma Bible en dessous de mon lit. Continuez à le lire de façon personnelle. C'est un cheminement, hein? C'est graduel. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et puis graduellement, Dieu m'attirait à lui, tu sais, alors que la résistance était là. Ouais. C'est après coup qu'on réalise que finalement Dieu parle à notre cœur, mais qu'on a la possibilité de pouvoir résister aussi. Donc, vous avez avancé beaucoup spirituellement, et vous êtes toujours avec cet organisme-là, et bientôt, il s'offre un poste à vous. Qu'est-ce qui s'est offert? Alors, à ce moment-là, je suis allé voir
à l'hôpital Cook. Et puis, il y avait 7 personnes qui nous interviewaient pendant 2 heures de temps. Ce que je ne savais pas, il y avait 73 candidats. Candidats pour appliquer pour... Pour appliquer, pour être directeur général pour l'Association québécoise des non-fumeurs. OK. Donc là, on sort du Saguenay. Là, oui. C'est pour la province de Québec. Là, je ne suis pas encore sorti, mais je suis seulement en entrevue pour oui, voir. Oui, oui. Fait que, une dimension beaucoup plus grande. Oui. Et là, on me pose toutes sortes de questions, évidemment. Et puis, celui-là qui était en charge du fédéral Santé, Bien-être social Canada, on s'est pris. J'ai eu vraiment une altercation avec lui et ça n'a pas été des mots très, très gentils. Et puis, j'ai dit à mon épouse, je dis, rassure-toi, je pense qu'ils ne m'engageront pas parce que ça n'a pas bien été. Je pense que je n'ai pas un bon caractère et je ne suis pas patient non plus. Vous étiez prêt à aller passer cette entrevue-là, malgré que vous aviez un bon emploi toujours dans les papeteries? Ah oui, ça? Oui. Mais c'est après ça, quand j'ai su, plusieurs mois après, que j'étais engagé, wow! Là, je disais... Puis j'avais fait une drôle de prière encore une fois. Ben, je pense pas que je vais l'avoir, mais si je l'ai, ben, je pense que je vais le prendre. Vous commencez à parler au Seigneur maintenant. Oui, mais tu sais, très, très superficiellement. Ouais. Puis quand... j'ai dit non. Ma mère a dit, Jean-Guy, tu fais pas ça. Mes amis me décourageaient. Tu as un travail stable, tu vas pouvoir te retirer à 55 ans, etc. Quitter, c'est un poste seulement pour 6 ans. Qu'est-ce qui va t'arriver après? Écoute, ça n'a pas de sens. C'est un domaine que tu connais pas du tout. Mais Dieu est comme un haut-parleur. Saint-Esprit disait, qu'est-ce que tu as promis? Qu'est-ce que tu as dit? C'est là que je suis venu les cheveux blancs. OK. Ah oui, oui. Et puis, finalement, il dit à mon épouse, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il fallait que je quitte le Saguenay, m'établir à Trois-Rivières, au centre hospitalier Cook, où on avait les bureaux. Il avait mis les bureaux là parce que je pouvais me déplacer rapidement pour aller soit au fédéral ou au provincial. Okay, c'était alors, centralisé. j'étais centralisé. Okay. Et puis, on avait l'opportunité de pouvoir être très visible aussi dans la région. C'était juste à côté de l'université. Et moi, je devais travailler avec les universités aussi pour établir des colloques, avoir des associations de non-fumeurs un peu partout au Québec, faire beaucoup de lobbying aussi, et puis essayer Quelle était justement votre mission en tant que directeur? La mission, c'était d'avoir un Québec sans fumée, mais de changer la mentalité des politiciens et changer la mentalité de la population. Parce que ça fumait partout, 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 dans les hôpitaux, dans les écoles. Et même dans les écoles, il y a un élève qui avait voulu fumer dans la classe et le professeur il a dit « Non, tu ne peux pas fumer dans la classe. » Il dit « J'ai le droit de fumer ici. » Ben, il dit « Tu vas sortir de la classe. » Savez-vous qui a été puni? C'est le professeur. Le professeur a été suspendu. Le professeur a été suspendu parce qu'il a dit à son élève « Tu n'as pas le droit de fumer ici. » Ça nous montre dans quel contexte qu'on devait travailler pour essayer de ramener les choses. On partait vraiment de loin. Mm-hmm. Et M. Tremblay, pourriez-vous nous expliquer quelle était la mission de l'Association des non-fumeurs du Québec? Alors, il faut se rappeler que le Conseil québécois sur le tabac et la santé regroupait plusieurs organismes au Québec, des organismes importants pour la santé, et qui, à cause de toutes les études scientifiques qui démontraient que ceux qui ne voulaient pas fumer étaient affectés par la fumée des fumeurs, la fumée secondaire qu'on appelait, il fallait vraiment faire quelque chose pour non seulement faire du lobbying, non seulement aller dans les écoles, non seulement changer les parents, mais arriver à avoir des lois qui allaient protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger à cause de cette fumée secondaire qui était vraiment nocive pour beaucoup de personnes. Il y a plusieurs enfants qui souffraient aussi. Même à l'hôpital, souvent, on recevait des enfants qui étaient intoxiqués parce que les 2 parents fumaient dans l'auto. C'était l'hiver, les vitres étaient toutes fermées. On sait que les poumons d'un enfant, c'est tout petit. Et les parents disaient, « Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mon enfant. » Quand on leur disait, « Ben, vous êtes en train de l'empoisonner. » Les parents se choquaient après nous autres. Alors, on comprenait tellement mal. Connu, ça, hein? Les gens comprenaient tellement mal toute la synergie, tous les problèmes qui étaient reliés au tabac. Il fallait débuter quelque part. Et c'était un peu ma mission aussi de lire tout ce qui se faisait concernant les problèmes reliés au tabac pour que je puisse savoir de quoi je parlais. Donc, heureusement, ça avait pris de l'ampleur. Le premier mouvement lorsque vous avez joint la petite église qui donnait des plans pour arrêter de fumer, ça a grossi en une association au Saguenay. Maintenant, c'était à l'ampleur du Québec. Mais là, vous aviez des professionnels de la santé qui venaient se joindre à vous. Oui. Et vous avez beaucoup plus de poids pour faire en sorte
comme vous venez de le dire, de pouvoir changer les lois, de convaincre les politiciens qui mettent en place ces lois-là. C'était un défi qui était grand. Oui. Je me sentais appuyé aussi par ces organismes importants au Québec que j'ai appris à connaître, avec des personnes qui étaient en charge de ces organismes, avec des médecins, beaucoup d'employés, exactement. Ouais. Et puis c'était des gens qui avaient une capacité de réflexion incroyable. J'étais émerveillé de voir comment ces personnes-là réfléchissaient. Et ça m'aidait beaucoup de travailler avec des gens qui avaient ce genre de compétences aussi. OK. Bien, c'est bien de voir que ça s'est renforcé et que vous sentiez-vous un peu comme l'histoire de David dans la parole de Dieu contre Goliath? Écoute, on devait organiser des colloques. J'avais aucune idée c'était quoi un colloque. Et on devait faire ça à l'université. Et quand on organise un colloque, il faut qu'on ait des buts, des objectifs, des objectifs secondaires. Il faut qu'on... C'est toute une organisation et ça s'apprend même à l'université, ça. Okay. D'être capable d'être compétent dans cette matière-là. Et j'avais absolument aucune connaissance. Alors, j'étais plongé dans une situation où je savais pas trop par où commencer puis quoi faire. Mais Dieu m'envoyait toujours des personnes qui faisaient en sorte que les gens pensaient que j'étais vraiment un homme qualifié. Mais c'était vraiment pas à cause de moi. Parce qu'il y a des gens qui m'aidaient. Vous avez fait un travail d'équipe. Oui, puis ces personnes-là me faisaient paraître bon, puis ils disaient « Ah, c'était vraiment bien organisé, M. Tremblay, c'est formidable. » Moi, je disais « Seigneur, j'ai rien fait. » Alors, ça m'émerveillait, ça m'effrayait aussi d'un certain sens, mais c'était toute une école aussi. OK, donc vous aviez des éléments, des personnes clés dans votre équipe et vous avez été en mesure de faire ce que vous avez dit comme mission, d'influencer les politiciens. Mais qu'est-ce que vous faisiez concrètement, en fait, dans ces colloques-là? Vous présentiez les effets du tabac, des choses comme ça? Alors, la première chose, c'était d'avoir des associations de non-fumeurs un peu partout au Québec. Alors, j'ai visité différents endroits où il y avait quelques personnes qui avaient un intérêt de partir des organismes comme ça. Okay. J'ai fait plusieurs villes du Québec. J'ai visité beaucoup d'écoles aussi. J'ai travaillé avec des infirmières en santé scolaire. Et puis, on avait des concours concernant le tabagisme, les méfaits reliés au tabac. Et il y avait des prix qui étaient associés à ça. Ça passait dans les journaux, dans les radios. Et les parents, en même temps, voyaient les dessins que leurs enfants faisaient. Alors, dans un certain sens, les enfants étaient très sensibilisés, plus les parents qui étaient sensibilisés. Alors, les colloques aussi avaient un impact très fort là-dessus. Et puis, sans même qu'on se rende compte, il y a un changement qui était en train de se produire. Mais le plus difficile, c'était vraiment à l'Assemblée nationale. Parce que je me rappelle qu'une fois, on est arrivé avec 50 000 noms. Et puis, on avait mis ça sur la table. Et puis, René Lévesque qui avait regardé ça. Puis, il s'était mis à sourire. C'est le premier ministre. Oui. Puis, il fumait. Et puis, il a dit, tant que je serai ici, votre loi, elle passera jamais. Votre loi pour protéger les non-fumeurs, jamais qu'elle passera. Et il a pris sa main, puis il a fait voler toutes les pétitions. Et puis, on avait Sylvie Bernier, que tout le monde connaît au Québec. Et puis, elle avait pris sa cigarette, puis elle avait cassé en deux, parce que le sigle qu'on avait au fédéral, c'était briser cette habitude. Et René Lévesque l'avait regardé, il avait dit « Ma petite vache ». Et ça avait paru dans les journaux. Alors, il y a eu beaucoup d'événements comme ça qui ont fait que, petit à petit, il y a un changement qui se faisait, mais lentement. Puis des fois, c'était comme un peu décourageant parce que l'opposition était tellement forte. Parce que même au niveau de tout le tennis, les arts, toutes les choses que les gens aimaient, c'était subventionné par les compagnies de tabac. Et nous, on voulait s'immiscer là-dedans pour dire ça, c'est terminé. C'était incroyable les réactions qu'on avait. Et en terminant rapidement, vous prêchiez pour les bonnes habitudes de vie. Au début, vous nous racontiez que vous avez grandi dans une famille qui avait des mauvaises habitudes. Est-ce que c'est en train de changer pour vous? Oh, ça serait assez long à raconter, mais ça a été une expérience formidable de voir comment, que par la grâce de Dieu, Dieu m'a redonné une santé que je n'aurais jamais osé espérer. OK. Merci, M. Tremblay. Merci d'avoir été avec nous à cette émission de Vers Jésus. On vous invite pour la suite de l'histoire de M. Tremblay avec toutes sortes d'histoires étonnantes et de surtout constater comment Jésus a guidé Jean-Guy et l'a préparé pour une œuvre beaucoup plus grande. Soyez avec nous bientôt. Merci.